Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je parle à beaucoup d'auditeurs derrière, mais j'ai quelques personnes en face de moi. Alors, je pense qu'ils sont bienveillants, mais ils sont tous masqués. Alors, c'est un peu difficile de voir leur sourire, mais je pense qu'il est présent. Alors, ce soir, je vais vous parler de la souffrance des soignants, mais c'est dans un temps où nous traversons une crise sanitaire qui met en souffrance les soignants eux-mêmes, notre pays, mais aussi à mal l'image de la médecine. Et ce n'est pas anodin de faire cette intervention ce soir. Durant la première vague, j'ai vu des professionnels enthousiastes, motivés, et cette fois, c'est une autre affaire. On ressent beaucoup de lassitude et la perte de la cohésion des soignants ne sera pas sans conséquence. Cette actualité me questionne, parce que le Covid me fait un peu peur, mais ayant quitté l'hôpital depuis 8 ans, je pense être totalement hors circuit pour aborder cette question. Alors je vais rester plus classique. Sur la souffrance des soignants, chacun a son idée. Et ne pouvant pas embrasser tous les points de vue, j'ai choisi l'angle de vous parler de la souffrance psychique comme une maladie de la liberté de disposer de soi-même, en l'articulant avec la singularité du soignant. Donc mon objet, c'est l'homme qui habite le médecin. L'homme, je le définirai d'abord comme un être de relation en quête de sens. Aussi, pour comprendre les hommes, c'est comprendre le sens qu'ils donnent à leur existence et ce qu'ils en font. Le mot « sens », si on regarde bien, a 3 acceptions. Il est bien sûr ce qui justifie, il est aussi une direction, la voie qu'on donne, mais il est aussi la valeur, le parfum que chaque vie dégage en lui-même. Et quelle meilleure voie pour comprendre les hommes que de se comprendre soi-même. La psychanalyse est une invention qui a le mérite de nous fournir une représentation du fonctionnement psychique, comme les cartes au XVe siècle servaient à la navigation. Toute représentation est fausse. Mais comme nos têtes sont farcies de récifs et de cailloux et qui ne sont pas seulement dans nos chaussures, mieux vaut une mauvaise carte que pas de carte du tout. Alors, nous sommes sujets de notre vie. Mais ça veut dire quoi? C'est d'abord accepter d'être en partie déterminé par nos gènes. On va l'écrire aussi avec un accent grave, mais avec un accent circonflexe, pour ce qui est acquis. Aujourd'hui, on sait bien que c'est l'empreinte qui est en résonance avec l'épigénétique. J'ai écouté Galabru et il a dit une phrase que j'ai trouvée très belle. C'était une citation de Voltaire. Il disait qu'il fallait pleurer les hommes à leur naissance et pas à leur mort, parce que certains sont bien moins lotis que d'autres. Alors, la liberté. La liberté, d'abord, elle ne nous est pas donnée. Elle va s'acquérir avec la connaissance de soi, la mise à jour de ce que l'on souhaite le plus souvent mettre sous le tapis. Sans quoi ce sont nos émotions, notre inconscient, qui nous mènent par le bout du nez. Vous connaissez cette phrase, est un autre, de Rimbaud, et je rajouterai que l'homme n'est rationnel que par volonté. Sa nature d'abord est irrationnelle. Il faut nous faire à l'idée qu'il y a dans chacun d'entre nous une faille, et c'est elle qui risque de se réveiller, de faire souffrir et de nous faire souffrir. Alors, plus on a distance avec son personnage, mieux nous traversons les aléas de la vie. Je vais vous dire d'où je parle. C'était une question que l'on posait tout le temps aux orateurs dans les années 80. J'ai toujours essayé de me nourrir de lectures et d'expériences et de mes années de sofa
plus pour penser par moi-même, développer mon savoir-être, que de me constituer un savoir-dire livresque. J'ai fait une analyse, mais elle ne constitue pas mon identité. Je me définis d'abord comme psychiatre, psychothérapeute, et toutes mes réflexions, celles que je vais vous dire, sont empreintes de ma subjectivité. Mon propos va cheminer du désir à la dépression et j'espère, à la fin, essayer de retrouver de la lumière. Devenir soignant. Il n'y a pas d'identité sans récit. C'est cette singularité de ce que je fais, de ce qu'on a fait de moi. C'est une phrase de Sartre, me semble-t-il. La beauté de la vie est dans son unicité. Dans le semblable, rien n'est le même. Alors quand on parle de la souffrance d'une personne, c'est surtout pas d'aller du singulier à la généralité, mais au contraire, c'est la généralité qui doit nous permettre d'aller vers le singulier. Parler du soignant, c'est en règle là. Je vais donc généraliser, je vais être réducteur et un peu énuméré. Je vais dire d'abord que c'est un métier qui est le plus souvent choisi et qui s'inscrit dans l'histoire familiale ou personnelle de chacun d'entre nous. Et plus notre choix est porté par une réalité psychique consciente, plus notre motivation sera solide et permettra de traverser les embûches que ce métier présente. C'est une profession qui est beaucoup plus facile si on aime les gens et si on l'exerce avec cœur. Mais je ne peux pas faire l'impasse sur la place de la mort et de l'angoisse de mort qui est souvent sous-jacente. Si la mort est une nécessité de la vie, l'intégrer ne va pas de soi. Et pendant longtemps, elle nous apparaît abstraite. Nous voulons vivre, mais nous devons mourir. Ce n'est pas la même chose. Notre envie, c'est de vivre. Le devoir de mourir, c'est quelque chose qu'on va subir. C'est cette part insécure de nous, précaire, qui est toujours prête à se réveiller. C'est une adversité qui est tapie dans l'ombre. Elle est la source de nos peurs, mais aussi de notre violence, mais aussi de notre action. La dénier peut conduire à la crainte de l'attachement ou à la quête désespérée d'une âme sœur protectrice. Médecins, nous côtoyons la mort des autres, elle nous imprègne. Mais nous cherchons souvent à nous en distraire. Et plus que tout autre, quoi qu'il en soit, nous savons que l'homme meurt seul et que cette solitude est le berceau de la tragédie humaine. Quittons un peu cet aspect inquiétant. Et je vais dire qu'il y a aussi des lignées médicales, mais sont-elles indemnes de cette origine ? Les exemples que je vais vous donner me sont toujours personnels. Mon père était orphelin à 4 ans d'une maman décédée de la tuberculose. Il était médecin. Eh bien, pendant longtemps, il n'en a pas fait le lien, sauf à la fin de sa vie, alors que sa vocation de médecin s'était enracinée inconsciemment dans cet événement. On va dire qu'il y a 3 types de médecins. Celui qui soigne des maladies, celui qui soigne des malades, et celui qui se soigne lui-même en soignant. Souvent, c'est le psy. Et quand on parle des psys, on ne sait jamais s'il s'agit d'un soignant ou d'un soigné. Et Alphonse Allais avait cette phrase merveilleuse, « Entre l'interne et l'interné, il n'y a que l'épaisseur d'un accent aigu. » Médecin. Faut-il prendre au sérieux le personnage que nous sommes ? Au-delà de ce que nous croyons être, nous sommes d'abord des acteurs. Nous changeons de rôle, de manière d'être suivant l'autre avec qui nous sommes en relation. Nous ne sommes jamais les mêmes avec un supérieur, un subalterne, un patient, une femme, un auditoire. Nous mettons toujours
en avant des parts différentes de notre être. Mais devenir soignant, c'est d'abord développer sa capacité à la relation, au lien et quand même à l'altruisme. Alors maintenant, je vais me poser, quel médecin suis-je ? Être médecin, c'est tout d'abord incarner une fonction symbolique qui dépasse largement nos capacités. Nous y investissons notre désir de reconnaissance, celle de l'autre pour nous se confirmer nous-mêmes. C'est une place où nous risquons d'abord d'être magnifiés, mais souvent aussi dénigrés. Tout cela beaucoup plus que nous le méritons. On peut se laisser griser par ce titre, par cette fonction, mais souvent la peur de l'incompétence, de ne pas être à la hauteur de la tâche, sont fréquentes et conduisent à des mécanismes de défense, de protection, qui risquent d'accentuer la distance dans la relation du médecin au patient. Si cette profession est riche en gratification, si on s'y engage avec enthousiasme, derrière la blouse blanche reste sous-jacent nos fragilités. Il y a chez tout médecin un malade qui veut s'ignorer. Le malade, c'est l'autre. Mais cette frontière est beaucoup plus ténue qu'on ne le croit. Les soignants, d'abord, ce ne sont pas que les médecins. Les infirmiers, les aides-soignantes participent largement à humaniser le soin. Du médecin, le patient attend le savoir, il espère son salut. De l'infirmier, de l'aide-soignant, il attend l'attention, l'écoute, le soin. Alors certains médecins parlent du haut de leur savoir, mais d'autres savent descendre de leur estrade pour se faire eux aussi un peu infirmiers et aides-soignants. Et je dirais que les généralistes, qui sont le plus en contact avec les populations, savent jouer de ces deux casquettes. Des patients, nous attendons de la compliance. Mais l'empathie, cette capacité de mettre à distance ses propres valeurs pour entendre la singularité du monde de l'autre, va faciliter la relation. Par contre, la compassion, elle accueille avec bienveillance, mais on est au risque de s'identifier et de se projeter sur celui qui souffre. On devient, je dirais, alors poreux. Et il n'est pas sûr qu'on soit un meilleur soignant dans ces cas-là, car on s'identifie au destin de celui qu'on soigne. Parlons un peu du malade. J'ai réactualisé cette expérience il n'y a pas très longtemps. Il a une place très particulière. D'abord, intérieurement, il traverse une crise existentielle. La maladie le remet directement face à l'adversité et le fait régresser dans une position infantile. Il perd toute la maîtrise de sa vie et devient dépendant. Cette situation peut conduire à des comportements complexes, parfois entre l'agressivité et la docilité. Et comme je vous l'ai dit, je viens un peu de réactualiser cette expérience, et peut-être que je vais continuer à la réactualiser. Mais combien on sent que nos états d'âme sont vraiment très sujets à la parole des médecins, ce que les médecins parfois oublient. L'alliance thérapeutique dépend du jeu subtil entre être responsable du patient et responsable de ce que l'on apporte au patient. La manière de le faire participer, de le rendre acteur et non uniquement objet des soins qu'on lui prodigue. Je vais faire une digression en disant que dans les études médicales, la formation psychologique, la mise en situation de la relation médecin-malade
est très importante. Et elle laisse les médecins seuls face à leur spontanéité. Comme si notre capacité d'écoute était innée, simplement parce que nous aurions deux oreilles. Il n'est pas nécessaire de développer notre aptitude à la relation. Pourtant, écouter, c'est d'abord se taire, et c'est se placer du côté de son interlocuteur et non du sien. C'est aussi prendre son temps. La clinique, qui est ce lien si particulier aux patients, cède de plus en plus sa place à la technicité. Elle est nécessaire et combien performante, mais elle est parfois aussi un refuge, une sorte d'évitement du patient et de ses inquiétudes. On est et on ne naît pas médecin. On fait le médecin comme un acteur incarne un rôle. Notre être n'est pas figé dans une identité qui resterait permanente. On doit tous apprendre à le découvrir, cet être. Et dans les deux acceptions de ce thème, à le mettre à jour, prendre le risque de le montrer, mais aussi à découvrir toutes les parties complexes de notre être. Et à ce sujet, sur le médecin, j'avais un père ophtalmologique qui était assez connu de son temps, et je pensais qu'il était assez sûr de lui-même. Et un jour, il m'a fait cette magnifique confidence. Tu sais, des ophtalmos, il y en a sûrement de bien meilleurs que moi. Mais moi, j'ai une qualité. Je suis gentil. Et j'avais trouvé ça, d'abord, très plein d'humilité. Et en plus, ça me faisait plaisir parce que j'avais la fonction dans la famille d'être le gentil. Celui qui fait le gentil, hein, pas celui qui l'est. Mais donc, je me trouvais assez bien gratifié ce jour-là. Et donc, pour terminer sur quels médecins sommes-nous, il faut bien finir par la phrase d'Hippocrate, guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours. Mais tous ces rêves vont rencontrer l'épreuve de la réalité. C'est là où nous confrontons nos désirs, nos aspirations à la vie réelle. Il y a souvent une attente de compenser des blessures, des frustrations que l'enfant en nous porte. Et cette attente finit par se heurter à la réalité. C'est la confrontation entre le principe de plaisir, ce que je veux, avec le principe de réalité, ce que je peux. Et ça va modifier notre édifice psychologique, notre manière de nous projeter dans le monde. Il faut nous créer un destin que nous aimons. Sinon, la réalité va finir par nous lézarder. Nous voyons, si vous me suivez, ou si je ne vous ai pas perdu, combien notre besoin de maîtrise naît d'abord de notre peur de l'incertitude et de l'adversité, car elle nous renvoie au risque de l'impuissance, d'être désarçonnés et en osant un pas de plus, nous rappelle l'angoisse de mort. Alors il y a un corollaire, et ce corollaire, c'est le sentiment de toute puissance. Ce sentiment de toute puissance n'est pas synonyme toujours de compétition, du désir de vouloir dominer, mais d'abord celui d'être à la hauteur de ce que l'on voudrait être pour soi et pour les autres. Et c'est quand même souvent beaucoup plus que ce que l'on pourra être en définitive. Tout le monde connaît le poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Il est à l'image de cette quête idéale qui meut tout homme. Mais si on lit ce poème comme il est, nous risquons tous de nous y perdre. Parce que quelque part, dans ce poème, il pousse les hommes à avoir une sorte de moi idéal. Et il y a une différence qui est intéressante, c'est l'idéal du moi, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, vers lequel on tend. Et l'idéal et le moi idéal,
c'est de faire de sa personne quelque chose d'idéal. Et là, d'abord, on risque, et surtout quand on est médecin, de prendre des attitudes presque sacerdotales, et même si c'est une vocation, c'est quand même pas un sacerdoce, sacrificiel, où le sujet va s'oublier d'être ce qu'il est réellement dans sa complexité et il va finir par s'y épuiser. Dans la vie, la déception est souvent au rendez-vous et la vie va laisser ses marques. Être heureux ou rendre heureux n'est qu'un état de grâce provisoire et comme elle dit, une bonne heure, mais c'est quand même facilement renouvelable. Il est important que nos ambitions, qu'elles soient thérapeutiques, hiérarchiques et je dirais aussi amoureuses, pour qu'elles ne soient pas que des frustrations, il vaut mieux savoir les revisiter à la baisse que de persévérer dans nos illusions. Apprendre à tenir nos désirs et nos rêves plutôt à côté de nous que devant nous, comme des chimères inatteignables. Devant nous, mieux vaut avoir la réalité. C'est elle qui permet de faire de nos vies une épreuve enrichissante. Et si on regarde bien dans nos vies, la réalité a été parfois beaucoup plus inventive que nos propres imaginaires. Si nous ne faisons pas cela, c'est le désenchantement qui va pointer le bout de son nez. Nous avons presque tous les jours des exemples du désenchantement chez les jeunes internes qui ont consacré tant d'efforts pour accéder à leurs rêves, parfois déçus par leurs aînés, par l'exercice de la médecine, loin de l'idéal philanthropique qu'ils se sont fait. Ces jeunes gens, en quête d'absolu, risquent, face à cette réalité, de se conduire ou d'être conduits vers des conséquences dramatiques. Le désenchantement du médecin arrivé à maturité, c'est souvent le poids de la responsabilité, l'amplitude de travail, les surcharges administratives qui vont mettre à mal les meilleures volontés. Alors de l'élan vers l'autre, c'est le repli sur soi. Le sentiment de ne plus pouvoir agir comme il nous semblerait bon, de ne plus pouvoir se projeter positivement dans l'avenir, finit par rendre aride un paysage que l'on voulait verdoyant. Von Berger a cette phrase que je vous dis, c'est que l'épuisement professionnel est une maladie de l'âme en deuil de son idéal. Et pour ne pas corrompre son idéal, le soignant blessé va se détourner du contexte qui le malmène. Le soignant, plus que tout autre, a honte de son mal-être. D'abord, comment peut-on souffrir d'une profession enviée par beaucoup? Aussi va-t-il cacher aux autres ce mal-être. Il s'anesthésie et se rend insensible. Le désinvestissement progressif est au rendez-vous. Le job aimé devient une routine. Les responsabilités, une charge mentale trop pesante. La fuite de la relation de soins, une réorientation vers des fonctions administratives. Le pouvoir peut devenir une nouvelle ivresse. Tant de portes de sortie. Mais parfois, c'est le contraire. Ça fait place même à un surinvestissement professionnel et ce médecin-là, délaissant ses relations familiales et conjugales, perd le contrôle sur lui-même, devient sombre, réactif, si ce n'est agressif. Il perd le sel de la vie, la beauté et la grâce du simple fait d'exister. Cette phrase, je l'ai tirée d'une petite méditation de Françoise Héritier, Le sel de la vie. Elle avait écrit cette petite méditation pour son médecin, qui lui avait envoyé une carte postale
Et dans cette carte postale, il s'accusait d'avoir volé du temps en prenant simplement une semaine de vacances en Écosse. Alors là, elle a écrit ce livre merveilleux que je vous conseille de lire. D'autres, j'ai dit donc le désinvestissement, le surinvestissement, d'autres vont masquer leur mal-être dans des conduites addictives, le sexe, l'alcool, les psychotropes. Nous finissons tous, à un moment donné, par être désabusés. Mais si on regarde bien ce mot, c'est d'abord ne plus être abusé par nos chimères, c'est devenir lucide. Et ce qui est important, c'est de le devenir sans aucune amertume. J'avais envie de dire aussi que dans l'exercice de la médecine de ville, il y a beaucoup trop de solitude. Les médecins hospitaliers regardent fréquemment avec condescendance les médecins généralistes. Et c'est sans compter aussi l'absence de coordination avec les autres professions de santé, qu'ils soient infirmières ou pharmaciens. Une telle organisation demanderait du temps et de l'argent. Alors les médecins, souvent, s'installent ensemble pour échapper à leur isolement. Dans la prise en charge des patients, il existait dans mon temps ce qu'on appelait les groupes Balint. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et je me disais que la mise en place d'analyses de pratique hors de formation pourrait être au contraire des rendez-vous réguliers avec soi-même dans son exercice et surtout en compagnie d'autres soignants. Je remonte mon micro. Alors, ce désenchantement, s'agit-il d'une cause externe ou le réveil de blessures internes? Bien sûr que s'il y a une souffrance, il y a toujours une cause qui la provoque. Cette cause serait-elle à éradiquer? Ce chemin causal est un peu simpliste et il faut l'interroger. Bien sûr, il y a toujours une cause réelle, mais cette cause, elle va révéler une souffrance sous-jacente. Alors je vais vous donner un exemple personnel. Et un jour, j'étais à l'hôpital, j'avais mal au dos, et je croise mon ami radiologue, Jean-Michel Rondeau, et je lui en parle, il me dit, mais viens, le scanner est vide, je te fais passer un scanner. Il me fait passer un scanner, et puis il me montre l'image, même moi, si je suis psychiatre, je vois que l'image n'est pas très plaisante. Alors il me dit, mais non, t'inquiète pas, c'est peut-être des angiomes atypiques. Alors le psychiatre que je suis, il connaît les dépressions atypiques. Mais les angiomes atypiques, il ne sait pas du tout ce que c'est. Donc je me dis, il se fout un peu de moi, il essaie de me rassurer. Et je continue mon exploration et je passe une scintigraphie. Et donc je vois dans la scintigraphie quelques images, je dis psychiatre, mais quand même je vois qu'il y avait quelques images qui s'allumaient. Alors je dis au radiologue, mais vous savez, j'ai fait une chute en ski. Et à ce moment-là, le radiologue me regarde droit dans les yeux, avec ses yeux noirs, et puis l'index pointé sur moi, il me dit, vous savez, on est médecin, on regarde la vérité en face. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous avez 3 foyers suspects. Alors là, j'ai compris ce que c'était d'avoir les jambes en coton, de ne plus avoir de tonus musculaire. Mais bref, l'exploration continue, je fais une IRM, je vais voir le professeur Nazarian qui, devant l'IRM, dit « Ben oui, c'est typique d'un angiome atypique. » Je me sens rassuré, tout va bien. Sauf que quelques semaines après, mais je rentre dans un état dépressif comme j'en avais jamais fait. Alors je crois que le petit garçon oedipien, il a laissé la place au petit enfant qui était en moi et je suis allé de nouveau m'allonger sur un sofa. Et donc, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui m'a été dit, cette cause a révélé cette angoisse de mort qui était là, sous-jacente, et qui avait besoin d'être travaillée. Il y a chez nous tous un besoin de maîtriser
de ne pas être dans l'incertitude, de ne pas être pris au dépourvu. C'est vrai que moi, par exemple, là, je suis allé vite me réallonger sur un sofa. C'était une sécurité. Je redevenais un petit garçon qui avait trouvé un peu de quoi être materné. Bref, si on ne fait pas ce genre de chemin, on va chercher un coupable, et par là un bouc émissaire. Le complotisme naît de cette croyance qu'il y a toujours quelqu'un qui va tirer les ficelles derrière. Bien sûr que dans la vie, il y a de véritables victimes, broyées par le destin, sans aucune échappatoire, qui sombrent dans leur drame, et souvent au-delà de toute ressource de soins. Si d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous toujours un peu victimes de certains ou d'événements extérieurs, ce n'est pas toujours dans une intentionnalité perverse de nous faire mal. Alors, il est toujours dangereux de se réclamer de cette c'est brouillé, je reviens. Il est toujours dangereux de se réclamer de cette figure de la victime, car ça nous installe dans une position de celui qui subit, une position passive, et elle ne fait que renforcer notre sentiment d'injustice et d'amertume à l'égard des autres et de la vie, et nous traînons alors interminablement notre mal-être. Parmi les mauvais objets, il n'y a pas mieux que les institutions, même si elles n'en sont pas tout à fait innocentes. Quand on lutte contre la culpabilité, sa remise en cause, quand tout changement de point de vue pourrait trop ébranler notre fondement, on va chercher toujours une cause à l'extérieur de soi-même. Entre le médecin et le patient dans le privé, il y a un tiers administratif. Il est absent physiquement, mais dont la présence peut être vécue comme inhibitrice, tatillonne, soupçonneuse. La sécurité sociale, le gouvernement font assez bien l'affaire. Dans le public, on rencontre deux pouvoirs. D'abord, le pouvoir médical. Le microcosme hospitalier fonctionne surtout par allégeance. Et l'exercice du pouvoir, ou la volonté de pouvoir, s'exprime souvent de manière caricaturale. Les relations sont le plus souvent verticales que collaboratives. Et elles finissent par générer beaucoup de souffrance. Quand à l'injustice s'associe l'humiliation, le professionnel n'a comme issue que de s'extraire de ce milieu. Et puis il y a un autre pouvoir, c'est le pouvoir administratif, qui lui ne croit qu'au contrôle. Et aujourd'hui, ce pouvoir-là ne partage plus son autorité. Elle va cristalliser nos ressentiments, d'abord de nous sentir assujettis, parfois caporalisés, et cela d'autant plus que les représentants de ce pouvoir administratif prennent un malin plaisir à nous subordonner. Nous finirons par vous banaliser, m'avait dit un jour un ami énarque, qui ne restera pas longtemps, mon ami énarque, ça, on le reste toute sa vie. Donc, dans la suite de l'affaire, c'est qu'on passe du maltraité au maltraitant. La blessure de nos idéaux est d'abord une blessure narcissique. Ce sont nos désirs les plus profonds, les plus infantiles, qui sont atteints. C'est même le soubassement de notre identité qui se trouverait ébranlé, mis à mal. Il y a toujours un enfant idéal en nous pour être digne de l'amour parental. André Green, qui est un grand psychanalyste, mort depuis quelque temps, a représenté deux formes de narcissisme, beaucoup plus intriquées que séparées. L'un est le narcissisme de vie, qui vise à l'épanouissement de soi. L'autre, un narcissisme de mort. D'abord, envers soi-même. L'implosif, lui, va tomber dans l'autodégrinement
l'autodestruction aussi. Il porte en lui un doute insécure, pas un doute structurant ou créatif, mais il va ne plus avoir confiance en lui. Et la culpabilité de ne pas être ce qu'il pensait devoir être le ronge. Il se sent honteux et indigne. Il y a aussi une maltraitance à l'égard des autres. Et là, c'est l'explosif. Lui, il ne supporte pas son mal-être. Il va l'extérioriser, on dit l'externaliser, en l'exportant sur son entourage, sur ses subordonnés, ses collègues, les membres de sa famille. L'agressivité, les attitudes humiliantes et perverses, et même la violence, peuvent devenir une modalité relationnelle. Le corps jouissant devient plus qu'un corps souffrant. Le soigner devient à soigner. Car le doute de soi s'installe insidieusement. Un sentiment de mal-être va prendre le pas. Des rituels de vérification des TOC vont être les premiers signes d'alarme. Au cœur de la souffrance, les désirs irréalisés. Le désir d'être ce que nous pensions devoir être ou voulu être se heurte à la réalité. Le désir d'être heureux s'effiloche. Et dans cette faille qui s'ouvre, vient s'engouffrer toutes les angoisses que nous portons. Celle d'incomplétude, de faiblesse, de finitude, le sentiment d'échec, la solitude, la peur de l'incompréhension de son entourage devant son mal-être grandissant, la culpabilité de ne plus avoir foi en son rôle, et surtout le sentiment de honte rend incapable de reconnaître que l'on entre dans une phase dépressive. Elle peut conduire à l'auto-agressivité. La dépression qui se fait jour vient révéler une faille dans la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Nous sommes alors face à des défenses qui nous abandonnent. C'est notre vulnérabilité que nous rencontrons. Les morsures de la vie finissent par nous rattraper. La dépression est un deuil d'un désir qui ne s'est pas fait jour, d'un rêve qui s'est brisé sur les rochers de la réalité. En plus, tout soignant porte en lui secrètement des échecs médicaux par erreur, négligence, des manquements à son idéal, un travail bâclé, des mauvaises décisions. Ici, elles prennent une couleur dramatique, car le médecin dépressif se fait en lui-même un procès à huis clos. Le donné change avec le refus de se reconnaître en souffrance, risque de se fissurer jusqu'à la tentation suicidaire. Dans le raptus suicidaire, il n'y a pas vraiment de désir de mettre fin à sa vie, mais de mettre fin à la souffrance, de ne pas se reconnaître dans l'image que la réalité nous renvoie de nous-mêmes. Au-delà des symptômes, le dépressif fait le constat douloureux qu'il ne se reconnaît pas dans celui qu'il est à l'instant même. Il refuse ce qu'il est devenu. Il y a un désaveu, un déni. Il se demande ce qui a pu lui arriver pour en être là. Il y a une fracture insupportable et d'autant plus que le sujet est impuissant à la réduire. Sa demande va être avant tout d'être restauré tel qu'il pensait être avant. Et pourtant, sa besace, elle déborde. Le symptôme fait référence à un trouble de l'organe. Et même si la chimie cérébrale a toute sa place,
Entendre le symptôme sans le réinscrire dans l'histoire du sujet, c'est l'amputer d'une part de lui-même. C'est percevoir l'homme comme une simple machine passive que l'on doit simplement remettre en fonction. Alors, je vais dire qu'il est temps de se pencher un peu sur soi. La question, pourquoi ce que je vis me touche à ce point? Et en plus de ce que je vis, c'est surtout l'idée que je m'en fais et les conséquences que je présuppose. Notre imagination, dans ce qu'elle anticipe, se laisse envahir par la tristesse et le malheur. Notre quête de bonheur, d'accomplissement de soi, n'est plus qu'un horizon douloureux, inaccessible. Alors juste 30 secondes, je passe par un philosophe qui m'a aidé à déplacer ce clivage entre le psychisme et le soma. C'est Spinoza. Il nomme conatus, la puissance propre et singulière de tout existant, de tout étant, de toute chose vivante, à persévérer pour conserver et même accroître sa puissance d'être en vue de son épanouissement. Et pour lui, ça serait une idée inadéquate de l'être humain que de l'imaginer composé d'un esprit et d'un corps, puisqu'en vertu de son être, il est indiscernablement corps-esprit ou esprit-corps, comme je préfère le dire. En conséquence, ce serait un contresens que de croire qu'une affection de son corps n'est pas aussi une modification corrélative de sa pensée, et qu'inversement, qu'une manière de penser ne soit pas simultanément une affection de son corps. Même si Freud s'était émancipé du symptôme médical pour en faire émerger sa dimension psychique, il n'en reste pas moins que l'idée d'un substratum organique ne l'a jamais quitté. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les neurosciences nous le révèlent, révèlent, je finis par y arriver, peu à peu. Mais vu mon âge, c'était quand même pas la chose que l'on apprenait le plus, les neurosciences, donc ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Entre l'esprit et le corps, il n'y a pas d'interaction, il y a simplement concomitance. Et même si pour nous aider à sortir de ce paradoxe, pour appréhender la réalité, nous avons besoin d'une pensée plus dialectique, plus dualiste, il n'en reste pas moins qu'il faut concevoir l'homme comme une entité unique. Il serait temps d'arriver au temps thérapeutique. Et je vais essayer de parler de la place du psy dans le dispositif médical. J'en ai fait l'expérience parce que pendant 20 ans, je me suis occupé d'urgences psychiatriques à l'hôpital d'Aubagne et complètement en lien avec les somaticiens. Au départ, on pensait que la sauce ne prendrait pas. Eh bien, pas du tout. En 20 ans, je trouve que cette collaboration a été très riche. Parce que eux respectaient le psy, tel que j'étais. Ils ne me demandaient pas de devenir médecin. Et moi, j'avais souvent besoin d'eux en tant que somaticien. Et comme je l'ai dit auparavant, la médecine en France a du mal à intégrer une culture psychologique. Je pense qu'il serait temps de rapprocher ces deux domaines absolument complémentaires. La médecine semble croire que les valeurs humanistes sont acquises et que c'est une perte de temps que de se pencher sur les affections de l'âme. Et même la psychiatrie aujourd'hui, en cherchant à rejoindre à tout prix le modèle médical, se focalise de plus en plus sur la symptomatologie, sur des méthodes d'apprentissage et regarde avec soupçon tout ce qui relève des théories du sujet
Et ne parlons pas de la psychanalyse. Même si elle est obsolète comme science, elle reste toujours une voie importante de la connaissance de soi. Aussi, la psychiatrie abandonne de plus en plus le champ psychothérapique pour se concentrer sur des thérapies médicamenteuses et ne voit la psychothérapie qu'essentiellement de soutien ou rééducative. Et pourtant, nos deux cultures, même différentes, doivent et peuvent se comprendre. La santé physique, c'est le silence des organes. La santé psychique, c'est la liberté des affects, dans leurs contradictions, dans leurs oppositions. Le médecin agit beaucoup dans un temps compressé. Le psychiatre, lui, donne du temps au temps. Dans le rapport du somaticien au patient, il demande la compliance, il ordonne. Le psychiatre, le plus souvent, suit, il étaye. Il est plus un cadre et interroge le lien. Cette plainte du déprimé a quelque chose de particulier, car il réclame à l'autre, non pas de le guérir, mais de le rendre comme il était avant. Bien sûr que là, les prises en charge médicamenteuses sont premières, parce qu'elles permettent d'abraser les affects douloureux pour aborder la prise en charge psychothérapique avec moins de tension. Il faut donner le temps au patient et l'espace pour qu'il se reprenne alors qu'il s'est dépris de lui en refusant l'image que la réalité lui grimace. Aussi, il nous faut l'accompagner pour qu'il mette en image, en réminiscence, ce qui n'est qu'affect et émotion et qui, là, le mine. Il faut prendre le temps aussi pour qu'il soit moins sujet à ces ruminations et ces ressassements. Le temps de l'écoute est le temps que l'on donne à l'autre pour qu'il s'écoute, sans s'enfermer dans sa souffrance et sans creuser ses plaies. Le banal et le quotidien ne sont pas malvenus dans nos rencontres. Et même, je dirais que les séances les plus denses que j'ai eues commencent souvent par « Aujourd'hui, je ne sais pas du tout quoi vous dire ». Eh bien, c'est dans ce travail avec la temporalité que l'alliance thérapeutique se constitue. D'abord, écouter du psychiatre, c'est d'abord écouter comment la parole du patient résonne en nous. Ce n'est pas essayer de la décrypter, c'est d'abord ce qu'elle éveille en nous. Et c'est souvent dans ce qui nous vient dans l'imaginaire que nous pouvons porter une interprétation. Parfois, c'est très très loin du discours que l'autre dit. Je me souviens d'un patient qui m'avait dit cette phrase. Au fond, la vérité sort d'un dialogue de sourds. C'est-à-dire que le patient dit une chose et moi je l'entends autrement. Et l'interprétation, c'est un prêt qui naît de l'échange. Mais elle doit toujours être formulée de telle manière qu'elle puisse être accueillie. Il ne s'agit pas de venir frustrer, blesser déjà quelqu'un qui l'est par lui-même. Freud disait que l'objectif d'un thérapeute, c'est d'amener son patient à retrouver sa capacité de travailler et d'aimer. C'est vrai que cela passe en restituant d'abord la maîtrise, mais limitée, que nous avons sur notre destin. C'est d'interroger notre fantasme de toute puissance. Et c'est le pouvoir sur soi qui se substitue au pouvoir sur les autres. C'est en retricotant avec nous-mêmes des liens de complicité que nous pouvons renouer avec notre environnement et nous ouvrir à l'autre. La force d'un homme se mesure à sa capacité d'apprivoiser ses faiblesses. Oui, je vais vous dire que la dépression peut être une chance. D'abord, rares sont les hommes
qui ne l'ont pas connu à divers degrés. Et la traversée est un avantage plus qu'on ne le croit. Je vais vous dire que c'est la parole d'un concerné, puisque j'ai dit que j'avais traversé cet événement dépressif. C'est le vide qui vient faire le ménage dans un trop-plein. Le vide que tout le monde redoute est pourtant un espace nécessaire aux rencontres. C'est une vacance qui nous permet d'apprécier le temps qui passe, les pensées même fugaces, l'instant vécu et le simple plaisir d'être avec l'autre. Nous ne souffrons pas de quelque chose, mais du lien, de l'investissement que nous faisons aux choses. Alors oui, il faut rendre à nos désirs leur véritable fonction, celle de nous motiver et pas nécessairement de se réaliser. Nos rêves sont des compagnons à nos côtés. On n'a de pouvoir que sur soi-même. Sur l'autre, on peut au mieux l'aiguiller, au pire le contraindre, l'aliéner et parfois même pour son bien. La puissance de changement ne concerne que chacun d'entre nous en propre. Sur l'autre, quand on veut l'exercer, on ne fait qu'exacerber ses résistances. Le pouvoir est avant tout de connaître, de respecter ses limites, tout en ayant le courage de les dépasser. Étienne Klein dit « Il faut être compétent pour reconnaître ses incompétences ». Et je rajouterai ce que disait Francis Bacon, « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Alors maintenant, je vais faire juste une petite parenthèse sur l'entraide. Et c'est vrai qu'il faut faire une place à cette question, puisque ici, nous sommes au Conseil. Alors, comment un conseiller doit se positionner devant la souffrance d'un des siens? C'est ma réponse, elle est subjective. Je dirais qu'un conseiller, d'abord, n'est pas un thérapeute, mais il doit créer un climat de confiance, tout en limitant les confidences. Car dans sa fonction ordinale, il n'est pas neutre. Il a une obligation de santé publique. S'il faut être présent et à l'écoute des souffrances du soignant, s'il faut le guider vers une prise en charge adéquate, s'il faut l'épauler financièrement si besoin, que fait-on quand on décèle un problème de perte de compétences due à la pathologie? Le conseiller, me semble-t-il, de l'entraide doit amener le professionnel à la prise de conscience et pour qu'il s'inscrive dans une démarche de soins. Voilà un peu ce que je pourrais dire de la fonction du conseiller telle que je l'entends dans l'entraide. Il faut bien conclure. Pour conclure, je vais dire encore qu'il faut éviter toute généralisation qui ne sont que les fruits de nos a priori. La souffrance des soignants n'est pas réellement spécifique. Elle est celle de tout homme confronté à la condition humaine, mais elle a une tonalité, une couleur qui lui est unique. Car c'est celle d'un homme dont on pense qu'il a tout et dont on attend tout pour éloigner de nous ce qui est notre plus grande peur. Le tourment est inéluctable dans la vie d'un homme. Il nous faut apprendre à le reconnaître, non pour nous y résigner, mais pour en faire une épreuve qui nous grandit. Nous sommes trop souvent préoccupés par l'image que nous incarnons, alors que la trace que nous laisserons de notre vie s'inscrit surtout dans les liens que nous avons créés avec les autres. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas vous avoir trop perdu ou endormi.
Paul-Édouard. Un grand merci.